c'est la Constitution de 96 qui institue, disons, la décentralisation, notamment la régionalisation. Parce que, peut-être avant de revenir à la régionalisation, faisons peut-être aussi un peu d'histoire. Et ça permet d'embrayer sur la crise anglophone. Vous ne m'avez pas vu venir, mais vous comprendrez. Mais vous comprendrez pourquoi. Parce que, allons-y. Souvent, l'une des raisons profondes, l'un des facteurs profonds de la crise anglophone, c'est l'asymétrie de saisissement de la décentralisation. Et il faut remonter l'histoire pour comprendre. Parce que le modèle de décentralisation anglo-saxon, en vigueur dans le nord-ouest et le sud-ouest, est ontologiquement et historiquement différent du modèle francophone. Il faut savoir qu'en réalité, le berceau de la décentralisation au Cameroun, c'est la partie anglophone. Et ça, il faut bien le noter. C'est-à-dire que la partie anglophone du Cameroun a expérimenté la décentralisation 19 ans avant que ça ne commence dans la partie francophone. Et pour le comprendre, il faut simplement invoquer les dates. Dès 1922, dans la partie anglophone, il y avait ce qu'on appelait déjà les Native Authorities. Native Authorities. Oui, qu'on appelait également Indirect Rule. Oui. Puis, il y a eu entre 1940 et 1950 ce qu'on a appelé les Local Authorities. Et puis, plus tard, autour des années 60-70, on a eu les... Oui, vers les années 60, donc quand on va vers l'indépendance, on a eu les local, vers les années 50-60, on a eu les local authorities. Alors que les premières expériences de municipalisation dans la partie francophone, avec les communes urbaines mixtes de Douala et de Yaoundé, qui sont les toutes premières nées, datent de 1941. C'est pour ça que je vous ai parlé de 19 ans tout à l'heure. Si vous faites 41 moins 22, il vous reste 19, je crois. Je n'ai jamais été très bon en arithmétique, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc, je faisais juste cette bifurcation et vous comprendrez donc que nous, les francophones, c'est juste une parenthèse, juste une bifurcation, oui. Allons-y. Nous, les francophones qui expérimentons pour la première fois la municipalisation en 1941, sortons de la philosophie de l'indigénat, où, sous la domination française, c'était l'indigénat. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté les éclairés et de l'autre les indigènes. Donc, on vous dictait la conduite. Et c'est ça que nous avons reçu en héritage, à la vérité. Nous, les francophones. L'indigénat. Ben oui, nous sommes de la culture de l'indigénat. C'est-à-dire que nous sommes soumis et nous appliquons simplement ce qu'on nous dicte. C'est ça l'indigénat. Alors que les anglophones sont d'une culture de la discussion, de l'indirect rule. C'est-à-dire que très tôt, c'est le modèle qui avait été mis en place par les anglo-saxons, donc par le dominateur anglo-saxon. Lui, il discutait avec les gouvernés. Et c'est ça qui va faire que plus tard, lorsque nous nous retrouvons en jonction en 1961, nous allons d'abord vers le régime fédéral, où chacun est de son côté, puis 11 ans plus tard, en 72, nous allons vers l'unification. Et quand nous allons vers l'unification, ce sont les francophones qui dirigent. Les héritiers de l'indigénat qui dirigent les héritiers de l'indirect rule. Et ce qui est arrivé aujourd'hui était presque prévisible. C'est-à-dire qu'il fallait dès ce moment-là tenir compte de ce qu'on avait déjà dans le bloc constitué en 72, si vous voulez, en 73, avec, parce que l'Assemblée fédérale, là je suis obligé d'évoquer ça aussi parce que je suis député, mais enfin, il faut savoir, c'est aussi l'occasion de rappeler que l'institution parlementaire est la plus vieille au Cameroun. C'est-à-dire qu'on a commencé en 1946, je crois, avec l'ARCAM, on va en 1952, je crois, avec l'ATCAM, et puis on va en 1957 avec l'ALCAM, et puis on va entrer en 60 dans l'indépendance, et puis en 1973, donc, on va muter à nouveau, en 61 d'ailleurs aussi avec la Constitution, en 62 avec l'Assemblée fédérale, et puis en 73, après l'unification, vers l'Assemblée nationale que nous avons aujourd'hui. C'est toujours bien d'évoquer ces choses-là, en fait, pour les plus jeunes qui écoutent, d'avoir ces repères. Et donc,
plus tard, pour revenir à la crise anglophone, ce n'était qu'une bifurcation. Nous nous retrouvons dans un problème. Et on aurait dû, sous le magistère notamment du président Ahidjo, tenir compte de ce que on avait une partie du pays qui, elle, avait une philosophie de vie différente. Ben, on a plutôt opté pour l'assimilation. On s'est dit, bon, ils ne sont pas bien nombreux. Le temps passant, on finira par les assujettir. Ils vont se comporter comme nous. Eh bien, ce que j'appelle souvent la règle du bébé dans la maison, ben, les a rattrapés. C'est quoi la règle du bébé? C'est que le bébé dans une maison est généralement la personne la moins âgée et la plus fragile. Mais c'est exactement la même personne qui est capable de faire que personne ne dorme dans une maison, justement. C'est-à-dire que lorsqu'il a poussé son cri à 1h du matin, tout le monde que vous soyez dans la maison, vous êtes obligé de vous lever. Et tant qu'il crie, ben vous affairez tous autant que vous êtes pour le calmer. C'est-à-dire que lorsqu'il s'est calmé et qu'il s'endort, que vous, les adultes, qui êtes en pleine possession de tous vos pouvoirs, lui qui ne peut même pas marcher, ne peut pas manger, ne peut rien faire, ce n'est qu'à ce moment que vous vous endormez. Donc c'est la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'on a négligé le plus fragile et le plus petit dans les rangs, qui étaient les deux régions anglophones, ben, on a cru qu'on les écraserait, ben, c'est le contraire qui s'est passé. Enfin, peut-être pas exactement le contraire, mais ce qui est arrivé. Donc, pour revenir à la décentralisation, donc, j'ai fait cette bifurcation pour que vous compreniez que le problème de fond encore, dans la crise anglophone, ben, c'est la décentralisation. C'est la décentralisation. Parce que l'hypercentralisation qu'on va leur appliquer dès 1962, ou si vous voulez dès 1972, leur est insupportable. Insupportable. Ils ne connaissent pas ça. Et ils vont se rebeller. Donc, et moi je dis souvent, si le modèle anglo-saxon était mauvais, on n'aurait pas autant d'écoles bilingues aujourd'hui. On n'aurait pas autant de francophones qui inscrivent leurs enfants dans le système anglophone. Alors que l'inverse n'est pas observable. Ça c'est peut-être parce qu'à l'international, on va chercher du boulot. C'est l'anglais. Une chose donc qui domine à l'international, c'est une chose qui est donc puissante. Ça veut dire que cette chose est meilleure que d'autres. Que beaucoup d'autres. Donc, je vous disais un exemple bien banal que je vous invite à vérifier. Moi, je connais tellement d'amis, de collègues, de camarades et autres qui ont inscrit leurs enfants dans les écoles anglophones. C'est-à-dire que leurs enfants parlent anglais. Dans ma propre maison, j'avais des vacanciers ces jours-ci. Mon épouse a organisé des moments de lecture biblique à la maison. Et je trouvais des gens en train de lire la Bible en anglais. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit, mais lui, il fait plutôt système anglophone. Mais l'inverse, je vous dis que vous allez à Boya ou à Bamenda et trouvez donc là-bas des gens qui, eux, dont des anglophones qui, eux, ont inscrit leurs enfants dans des écoles pour apprendre le français. Vous n'en trouverez pas beaucoup. Donc, pour vous dire que je n'ai rien contre le système francophone, mais je dis simplement que les faits historiques sont là. C'est qu'il y a un système visiblement plus efficace. C'est d'ailleurs pour ça que qu'est-ce que vous croyez? La France elle-même est rentrée dans l'anglo-saxonisation d'un certain nombre de choses.